Un plateau, deux invités, seuls devant les caméras pour une conversation qu'ils mèneront comme ils l'entendent. Mais avant le débat, petit préambule. Qui êtes-vous ? Donc, je suis Hélène Hébert, je suis ingénieure, chercheur au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique, et je travaille sur la simulation numérique des tsunamis, pour la prévention des tsunamis, on va dire. Et à votre avis, pourquoi est-ce vous qui êtes là aujourd'hui ? Parce que... Alors, je pense que j'ai une certaine expérience sur les tsunamis, leur connaissance, leur prévention. J'ai déjà participé à des débats publics, donc mon nom doit traîner quelque part sur Internet. Même question, pouvez-vous vous présenter ? Je suis Pascal Bernard, je suis aussi sismologue et je travaille à l'Institut de physique du Globe de Paris. Donc je suis chercheur depuis une vingtaine d'années. Et pourquoi vous pour ce débat ? Il se trouve que je suis un de ceux qui interviennent comme ça pour les médias lorsqu'il y a une catastrophe tellurique dans le monde. Et donc je réponds à ces questions-là et du coup on me connaît à cause de ça, pas spécialement parce que je suis un mauvais ou un bon chercheur. Vous avez maintenant 30 minutes rien que pour vous, avec en point de repère une lumière rouge qui s'allumera si on a besoin de vous interrompre. Première partie du débat qui commence. Peut-être que je peux commencer, Pascal, si tu es d'accord, on peut peut-être démarrer sur pourquoi il y a des séismes et où est-ce qu'ils se produisent. Bon, les grands séismes dévastateurs sont pour l'essentiel autour du Pacifique. Cordillère des Andes, il y en a aussi en Méditerranée, il y en a dans toutes les zones aussi très montagneuses. Donc pour les tsunamis, ça ne fait pas beaucoup d'effet, mais dans ces zones très montagneuses, on peut avoir des très très grands séismes. Donc il y a des zones comme ça où on sait qu'il y aura d'ici 10, 20, 30 ans un grand séisme avec une probabilité très élevée. Mais notre souci, c'est de dire quand, exactement, à un jour près ou une semaine près, si c'est un intérêt, parce qu'il n'est pas évident que ça puisse avoir un intérêt. Et c'est un peu notre problème, nous, sismologues, par rapport à la question des tsunamis, où c'est vraiment le contraire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien quand ça se passe. Alors en fait, on sait bien qu'il y a des séismes un peu partout sur la planète, hein, enfin sur les zones actives. Mais en revanche, c'est vrai que les tsunamis, les plus grands tsunamis, les plus dévastateurs, ils sont liés à une certaine catégorie de séismes, ceux qui se produisent sous la mer déjà, généralement au niveau des zones de subduction, justement autour du Pacifique, comme tu le disais. Ces grands tsunamis-là, il y en a eu plusieurs, par exemple au XXe siècle, ils ont fait beaucoup de dégâts très loin, et ça, on sait qu'ils se reproduiront. Et tu as raison, ils sont liés au séisme. Alors on ne sait pas quand le séisme va se produire, mais on sait qu'il se produira. Et pour certains d'entre eux, ils généreront des très forts tsunamis, comme par le passé. Donc là, le passé nous aide beaucoup aussi à savoir quelles sont les zones touchées. Et est-ce qu'il y a des zones finalement sur lesquelles on ne sait pas trop, on sait un peu moins? Au niveau des séismes? Au niveau des séismes. Je sais que je me pose des questions sur certaines zones. Oui, alors les Antilles, par exemple, c'est une grande question. Antilles, ouais. Les Antilles, on se pose vraiment la question depuis Sumatra, depuis 2004 donc. Est-ce qu'on peut avoir un très grand séisme sur tout l'arc des Antilles d'un coup, plutôt que des petits morceaux qui cassent de temps en temps? Historiquement, on a un séisme, disons, fort, magnitude peut-être 8, donc 200 km de faille. L'arc antillais fait 600-700 km de long. Oui. Si ça casse d'un coup, ça peut être bien plus dévastateur que ce qu'on connaît historiquement en 1843. Voilà. Et donc là, c'est un gros problème, parce qu'il faut remonter très loin dans le temps et on n'a pas l'archive historique. Exactement. Maintenant, c'est le problème des archives. C'est le problème des archives, mais ça, par exemple, il y a des zones entières, comme la Méditerranée occidentale, je pense à ça en particulier, mais aussi la zone où s'est produit le grand séisme de Lisbonne, qui a fait un très fort tsunami dans toute l'Atlantique. On ne sait pas très bien, finalement, pourquoi il y a ce genre de séisme à cet endroit-là. Pour moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est le côté Méditerranée. On connaît très peu de choses sur la subduction sous la Crète et sous le Péloponnèse, qui est une subduction qui est aussi très, très, très longue, de plusieurs centaines de kilomètres. Peut-elle casser d'un coup? Historiquement, il y a eu un grand tsunami, je ne sais plus. Plusieurs. Donc, sur la Crète, on a au moins 2 événements majeurs au IVe siècle, au XIVe siècle.
Donc en gros, on va dire peut-être tous les 1000 ans, donc on n'a vraiment pas le recul non plus sur ce type d'événement, mais on sait qu'ils se reproduiront. Et c'était des événements dévastateurs à l'échelle de ce qu'on connaissait du monde à l'époque. Ouais, ça avait touché les côtes de Sicile. Oui, dans la plus grande partie de la Méditerranée orientale avait été touchée, depuis les côtes à l'est jusqu'à l'Italie. Donc ça, c'est des zones qu'on identifie bien comme étant exposées à ce genre d'événements, mais rarement. Donc on n'a pas le recul suffisant, donc du coup, on n'a pas la perception du risque. Une des questions que je me pose, c'est par rapport à ces zones de convergence de plaques où on a des très très grands séismes qui peuvent générer des tsunamis parce qu'ils soulèvent le fond marin. Il y a des zones en fait qui peuvent glisser lentement. Oui. Lentement pour un sismologue, c'est-à-dire que ça ne fait pas des vibrations, mais c'est suffisamment rapide pour soulever le fond marin sans qu'il ait le temps de se réajuster. Les séismes lents. Ce qu'on appelle les séismes lents. Et donc ça, est-ce que vous arrivez à les modéliser correctement? Il y a la partie il y a la modélisation du séisme en lui-même. C'est vrai qu'en général, ces séismes lents génèrent des tsunamis démesurés. Alors il y a une zone, par exemple, très à risque qu'on sous-estime, enfin qu'on connaît, mais qui est la zone des Cascades au nord-ouest des États-Unis, Canada, qui a fait en 1700 un très très grand séisme et tsunami observé au Japon. Et c'est grâce aux observations sur les côtes japonaises qu'on a pu remonter à ce séisme d'Amérique du Nord. Et il ne s'est pas produit grand-chose depuis 1700, c'est une zone assez silencieuse. Et on sait qu'il y aura à nouveau un événement peut-être de magnitude 9 sur ces zones-là qui seront dévastateurs en termes de séisme. Il y a quand même pas mal de population dans le coin, et en termes de tsunami pour tous les rivages régionaux. Moi, il y a une question que je me pose aussi sur ce grand séisme chinois de mai 2008 dans la région du Sichuan, qui a été très, très destructeur. Et c'était une région qu'on n'identifiait pas comme potentiellement sismogène. La grande faille qui a cassé était parfaitement cartographiée. Oui. Les géologues avaient vu cette faille, elles savaient que la faille était active, mais il n'y avait pas eu les études pour dire à quel rythme elle casse tous les 500 ans, tous les 1000 ans, tous les 200 ans. Historiquement, il semblait qu'elle n'avait pas cassé d'un coup. Là, il s'est trouvé qu'elle a cassé d'un coup. Et donc ça fait partie un peu de l'analyse, je dirais, probabiliste du risque. On n'est pas sûr que ça va casser, mais y a-t-il une chance sur 10, y a-t-il une chance sur 100 que ça casse dans les 50 prochaines années? Et c'est maintenant comme ça qu'on travaille. Et donc, par contre, pour les médias, c'est difficile à expliquer. Oui. Il faut comprendre les incertitudes et la probabilité. Dire que telle zone va casser avec une chance sur 1000 ou telle zone 2 chances sur 3 dans 50 ans ou d'ici 50 ans. Que ce que ça veut dire, que ce qu'on fait avec ça. Donc ça c'est la vraie difficulté, c'est de sentir qu'il peut se passer des événements, on sait où ils se passeront, on ne sait pas quand. Bon, par contre, le tsunami... On peut donner une idée de ce qu'on appelle les périodes de retour. Là où vous avez plus de chance quand même, c'est que le tsunami, dès qu'on sait qu'un séisme a eu lieu, on peut... C'est la sous-catégorie des séismes qui permettent de donner des tsunamis, donc ce qu'on appelle les séismes tsunamigéniques. Là, effectivement, dès lors que le séisme s'est produit, là, on a un travail qu'on peut poursuivre sur si le tsunami s'est produit, où est-ce qu'il va... vous avez beaucoup moins d'incertitudes. Où est-ce qu'il va produire des dégâts. Là, les incertitudes sont plus réduites, encore que elles dépendent beaucoup aussi de ce qu'on sait du séisme. Et un tsunami se propage quand même en quelques minutes à quelques heures, suivant les endroits qu'il va toucher. Et il faut pouvoir très rapidement, en 10 minutes, 20 minutes, quand même savoir ce que c'est que ce séisme. Oui, mais et caractériser le séisme en 10 minutes est aussi un défi. Mais vous avez quand même l'avantage de connaître la physique de la propagation, d'avoir des modèles prêts, alors que nous, en sismologie, pour l'Aquila par exemple, le séisme italien d'il y a un an, donc ça a commencé en janvier, plein de petits séismes sous la ville, suffisamment pour que d'une part les gens les ressentent et s'affolent, bien avant le grand séisme, et d'autre part suffisamment curieux et intrigants pour que les sismologues de Rome et les géodésiens de Rome viennent avec leurs instruments, mesurer les déformations du sol et se mettre à l'écoute de ces petits séismes pour savoir ce qui se passait. Ça, c'est ce qu'on appelle les crises pré-sismiques. Mais c'est une crise sismique. Il y a des crises sismiques qui ne sont pas suivies de grands C'est une crise sismique. Elle a été baptisée pré-sismique après l'arrivée du grand. Évidemment. Et donc toute la question est là, on n'a pas de modèle physique d'évolution de ces crises. Et pour l'instant, on les voit en termes statistiques. Ce type de crise peut évoluer, disons, une chance sur 10 ou une chance sur 50, et il faut voir, on a un séisme plus gros qui va être destructeur. Ce qu'on essaye de faire, c'est, est-ce que dans ce qu'on observe de ces tout petits séismes, est-ce qu'il n'y a pas des marques particulières qui vont dire, cette crise va mourir toute seule, ou cette crise va dégénérer et va casser une faille voisine. Et en fait, c'est le travail du sismologue qui travaille sur la prédiction des séismes en termes généraux. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que pour les tsunamis, dès lors qu'on a le séisme, on sait en gros ce qui va se passer. Donc on se repose beaucoup sur la prédiction du séisme. Sauf qu'il y a la question du
là où va arriver la vague, voilà. Alors comment après, elle va escalader tous les les détails. collines, Voilà. Donc ça, le détail, ça, on ne sait pas forcément le faire en 10 minutes ou en 2 heures. Donc c'est vrai qu'il y a un travail en amont pour identifier les zones à risque. Et les zones à risque pour les séismes ne sont pas les zones à risque pour les tsunamis, évidemment. La distinction étant que le séisme va toucher une zone plus ou moins large autour de l'épicentre, alors que le tsunami, s'il est très important, il va toucher des zones à des milliers de kilomètres. Sur, par exemple, le Pacifique, le tsunami de 1960 du Chili, il a encore fait des victimes, plusieurs morts au Japon, 20 heures après. Donc, toutes les zones à risque sont assez délicates à définir, mais on peut le faire si on se donne les moyens pour faire de la prévention réellement des rivages exposés. Peut-être les marques des tsunamis sont peut-être plus repérables dans le temps, se conservent mieux dans le temps, dans la géologie, que les marques des grands séismes. Donc ça, c'est peut-être la façon de reculer historiquement à 1000, 2000 ans, 10 000 ans. Je ne sais pas s'il y a des études qui ont commencé. Il y a un gros travail à réaliser partout pour les tsunamis, parce que ça a été assez laissé de côté, je dirais, depuis qu'on étudie ces phénomènes-là. C'est effectivement rechercher les traces dans le sol, sur les côtes, des tsunamis passés. Donc on creuse sur les plages, on va chercher des niveaux de sable anormaux qui correspondent à ces inondations extraordinaires dues au tsunami. Ça s'est fait ça s'est fait dans le Pacifique. Ça commence à se faire aussi sur les îles indonésiennes, à Sumatra en particulier. Sur la Méditerranée, on manque encore beaucoup d'informations pour ça, et les Antilles aussi. Là, il y a un gros travail à réaliser pour connaître, caractériser les événements du passé. On a vraiment très très peu d'informations. On sait qu'il y en a probablement eu, mais quels ont été le degré de dommage, là on a peu d'informations. Est-ce que ça aurait un sens de chercher les traces de très grands tsunamis antillais sur les côtes est-atlantiques? Pourquoi pas? Est-ce que vos modèles prédisent des vagues assez hautes en cas de très grand séisme antillais? Alors, il se trouve que pour le moment, on travaille plutôt sur le contraire. En ce moment, on travaille plutôt sur l'effet de grands tsunamis, typiquement celui de Lisbonne, 1755, qui a été un événement dévastateur et qui aurait été observé, donc qui a été observé aux Antilles, et qui aurait été observé aussi sur la côte nord-est américaine. Et là, on est en recherche d'observation, parce que ça, on ne sait pas encore très bien. D'accord. Mais les modèles prédisent que probablement ce tsunami a touché aussi la côte nord-est atlantique. Et les Américains commencent beaucoup à s'intéresser à cette problématique-là, parce qu'ils sont quand même aux premières loges. Prévoir les séismes, c'est un moteur, mais il faut bien voir que la réponse sera, comme je disais tout à l'heure, probabiliste, c'est-à-dire qu'on va donner la probabilité qu'un grand séisme se produise d'ici 1 heure ou une journée, si on observe des choses anormales. Voilà. Mais tu ne penses pas qu'on puisse un jour accéder à l'état des roches si elles approchent de l'instabilité? C'est absolument possible. Les failles qui cassent commencent à casser à 10-15 km de profondeur, voire plus, dans les zones de Même avec des forages à 10 km de profondeur. Oui, en plus, il en faudrait un tous les 100 mètres, parce que la zone qui prépare la faille à casser est une zone qui est typiquement de quelques mètres à quelques centaines de mètres, rarement le kilomètre, qui commence à glisser lentement et qui déstabilise l'environnement. Et ensuite, une fois que la rupture est lancée, elle casse sur 1, 2, 10 km, 100 km. Et on ne sait pas ensuite dans quelle direction part la rupture. Et en plus, une fois que ça a cassé sur 5 km, si on n'a plus d'instrument à 5 km de là, on ne sait pas si le système de fracture est prêt à poursuivre la rupture, elle est assez tendue ou pas. Et on a des barrières comme ça de la rupture tous les quelques kilomètres. Et c'est vrai que pour un tsunami, ça c'est important de connaître à l'avance dans quelle direction va partir le séisme. Ouais. Parce qu'un séisme, en fait, ça n'est pas un point, c'est vraiment pour les grands séismes, c'est toute une zone très longue qui rompt. Et le tsunami n'aura pas du tout la même caractéristique suivant quelle zone rompt. Mais il y a quand même beaucoup de progrès en matière, moi je trouve, de surveillance des mouvements des plaques avec le GPS. Oui, donc je pense que le GPS peut nous dire, dans les zones de contact entre plaques qui sont en train de se rapprocher, de zones bloquées, les zones qui se débloquent un petit peu et les zones qui restent coincées. Oui. Et on s'aperçoit que tout au long du contact sous la cordillère des Andes, eh bien, on a des zones qui restent vraiment coincées et d'autres zones qui glissent tranquillement. Et donc celles-là, elles ne vont pas générer de grand séisme. On commence à le voir. Et donc on peut donner des zones qui sont coincées et qui, en se décoinçant, vont non seulement donner effectivement un grand séisme, mais vont donner pour certains d'entre eux un grand tsunami aussi. Ouais. Donc je dirais que les mesures principales pour nous sismologues, c'est pas tant la compréhension des
petits phénomènes qui sont juste avant la rupture, mais plutôt la compréhension des phénomènes à l'échelle de quelques années, quelques dizaines d'années, qui sont ces glissements lents, qui préparent, qui définissent petit à petit les zones bloquées, des zones qui sont un peu relâchées. Voilà. Ce qui est nouveau depuis une dizaine d'années aussi pour les gens qui étudient donc les tsunamis, c'est la capacité de mesurer en mer le train de vagues de tsunami qui est en train de se propager. Et ça, c'est une nouveauté instrumentale qui est très intéressante à la fois pour suivre ce train de vagues qui va se propager, qui va pouvoir aller toucher tel ou tel rivage, et puis aussi, à la limite, pour les sismologues, on peut apporter des informations sur le séisme à partir de l'enregistrement du tsunami en mer. Alors, c'est un peu compliqué de faire le transfert entre le séisme et le tsunami, mais on apporte des observations. Ce à quoi on ne peut pas répondre tout de suite, et probablement trop tard pour vous, c'est une précision dans la profondeur du séisme. Oui. Le même séisme, la même faille qui glisse de la même quantité de mouvement, disons 5 mètres sur 100 km, si c'est à 30 km ou à 10 km de profondeur, ça change tout pour le fond marin et donc pour le tsunami. Exactement. Donc nous, et ça, on ne peut pas le faire rapidement, ça. Et voilà, et donc pour nous c'est assez crucial. Et ensuite, c'est vrai que la nature du signal qu'on enregistre dans l'océan, on l'a vu aussi à Sumatra. En 2004, il y a eu un enregistrement satellitaire, alors là qui était tout à fait exceptionnel, parce que le tsunami était exceptionnel, et un tsunami en mer, c'est une amplitude très petite de quelques centimètres sur une très grande longueur par contre. Mais les satellites altimétriques qui croisaient sur la zone à l'époque ont pu enregistrer ce train de vagues exceptionnel en 2004. Alors c'est pas un instrument, le satellite, qui nous servira dans les prochaines années pour caractériser les tsunamis, mais en 2004, il a été vraiment intéressant pour caractériser le tsunami, et on a pu remonter aussi au séisme. Puisque le tsunami et le séisme ont été si bien observés, comment ont-ils pu être aussi dévastateurs ? Ça n'empêche pas. Le tsunami de 2004, il a pu être vu, mais c'était 2 heures après au minimum, quand il était déjà propagé assez loin. Un tsunami, ça met quand même plusieurs heures à se propager. Donc il avait déjà touché la Thaïlande, et d'ailleurs Sri Lanka aussi dans les 2 heures. Donc bon, malheureusement, nous, c'est un outil scientifique qui est très intéressant pour caractériser le tsunami et le séisme. Pour l'alerte, ça ne sert pas. Donc c'est les bouées en mer en fait qui sont. Ça revient. C'est une technologie simple en fait. C'est quoi? Les bouées en mer. Non, les bouées en mer, c'est un capteur de pression, ce qu'on appelle un capteur de pression qui va mesurer le déplacement de la colonne d'eau, et donc qui est très très sensible et qui est capable de mesurer un tsunami justement centimétrique. J'ai entendu parler aussi de radar sol qui pouvait imager. Ça c'est très prospectif. C'est prospectif, mais c'est quoi le principe de ces choses-là? Effectivement, on regarde la signature électromagnétique. Du train d'onde de tsunami, qui peut faire donc une perturbation électromagnétique mesurable par un radar. C'est très, très amont, là, je pense. Mais l'idée derrière, c'est que le mouvement, des mouvements de la surface de l'eau horizontaux sont détectables. Ils sont perturbés par le passage. Il y a la houle moyenne de la surface de l'eau qui est perturbée par le passage des ondes de tsunami qui sont un peu différentes. Et cette perturbation, on peut l'enregistrer. C'est aussi une mesure qui précède l'arrivée au rivage. Donc, c'est presque trop tard en général. Donc, l'alerte pour les tsunamis, la prévision du tsunami, c'est vraiment dans les premières minutes qui suivent le séisme. Savoir qu'il va y avoir ce phénomène qui va se propager est potentiellement dangereux. Quand on est à l'approche des côtes, ça commence à être tard. Alors, ça va resservir pour un événement qui va aller partout dans un océan. Si on a un point d'observation, donc dans un port, ça va servir aussi à caractériser pour les ports suivants, on va dire. Mais c'est souvent trop tard, évidemment. Il faut bien voir qu'en matière d'études de tsunami, on a très peu d'observables par rapport aux sismologues qui ont vraiment des réseaux de sismographes partout sur la planète. Étudier un tsunami avec les outils, et on a de plus en plus de capteurs, mais malgré tout, c'est comme étudier un séisme avec 5 sismographes. Moi, j'ai été vraiment très surpris d'apprendre qu'en Méditerranée, il n'y a pas tant de marégraphes que ça, exploitables pour vos opérations. Bien sûr, c'est en train de changer parce que les systèmes d'alerte sont en train de se mettre en place progressivement. Mais on étudie vraiment avec quelques points de mesure, et on n'a pas du tout la vision complète qu'on peut avoir avec un séisme aujourd'hui, au début du XXIe siècle. Il y a une instrumentation spécifique au Japon pour alerter, alors les populations peut-être pas, mais au moins certaines installations industrielles. Il y a des installations qui sont dédiées à une alerte rapide. C'est ça. C'est une alerte en fait qui ne se déclenche pas
sur des précurseurs, entre guillemets, donc des anomalies de microsismicité, par exemple, ou de déformation du sol, mais qui se déclenchent sur l'arrivée de la première onde. C'est-à-dire qu'on détecte une onde compressive assez violente, et en 2-3 secondes, on dit, mais ça, c'est finalement un tout petit séisme, on laisse tomber, ou ça, non, ça, c'est un gros... C'est un peu l'équivalent de l'alerte au tsunami, voilà. en 1 minute, au lieu de 20 heures. Et en fait, cette alerte est intéressante parce que les ondes destructrices n'arrivent pas tout de suite, elles n'arrivent pas dans la première seconde, elles arrivent généralement... Plus le séisme est loin, plus elles arrivent tard, avec 2, 3, 5, 10 secondes, 30 secondes, voire 1 minute de décalage avec la première impulsion. Et du coup, ça donne une marge de manœuvre, effectivement, pour faire quelque chose, mais il faut détecter. Au Japon, ça se développe bien. C'est en train d'être développé aux US, et pour la Californie, essentiellement. Notre souci, c'est plutôt ce qui se passe avant. En fait, il se passe des choses avant. Peut-être une fois sur 10, peut-être tout le temps, mais on n'est pas capable de le détecter. Et donc notre question, c'est quoi détecter et que faire avec cette détection. C'est vrai pour les séismes et les tsunamis d'ailleurs. Tout à fait, oui. Il y a des expériences sur la réponse animale, parce qu'on a vu à Sumatra donc, des réponses animales qui ont précédé, enfin les animaux ont fui avant que le tsunami arrive sur les rivages. En tout cas pour les séismes, ça n'a jamais été très clair. Il y a des choses publiées par les Chinois, mais difficilement reproductibles. En fait, le problème, c'est que souvent, c'est quelques instants avant l'observation du phénomène. Donc dans une idée d'observatoire à long terme, c'est pas très... Non, mais pour les animaux et les séismes, l'interprétation la plus simple, c'est, la plus partagée aussi, c'est de dire simplement les animaux sont un peu plus sensibles que les humains à des tas de choses, en particulier les micro-vibrations. Ou les infrasons. Ou des émanations de gaz, ou des effets électromagnétiques. Et donc, comme la préparation de certains séismes ont été bien documentés par des instruments de géophysique montrant ces effets-là, c'est pas une surprise que les animaux les aient détectés comme nos meilleurs instruments. Mais nos si j'étais provocatrice, je dirais aussi que l'homme est un animal. Et pour revenir pour discuter un petit peu de la prévention aussi, l'homme ressent les séismes, certains séismes. Quand on sent le séisme et que la mer devient atypique, anormale, on sait qu'un tsunami va arriver. Et là, on sait, le problème, c'est ce on, est-ce que c'est tout le monde ou est-ce que c'est encore limité il y a la discussion de la réponse à cette sensation, mais l'homme sent ce séisme et doit avoir la réponse adaptée. Je ne sais pas comment on va pouvoir dissuader les populations de ne pas aller à la plage le 15 août sur les rivages touristiques. Puis, je crois qu'on ne va pas pouvoir évacuer. Les zones sismiques dans le monde sont quand même les zones les plus peuplées. Plus de la moitié de la population de l'Inde ou la population de la Chine est sur des zones sismiques. Donc il est hors de question d'évacuer ce qu'on appelle les zones sismiques. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut évacuer? On ne va pas évacuer une ville, on ne va pas évacuer un littoral, mais il faut évacuer les zones dangereuses. Qu'est-ce que c'est qu'une zone dangereuse? Moi, je dirais que en tout cas pour un séisme, une zone dangereuse, c'est un bâtiment mal construit. Voilà, c'est ça. Là, il y a la donc là, effectivement, là, on peut évacuer pour les séismes les bâtiments mal construits, effectivement. Non, tu veux dire évacuer de manière permanente? Non, évacuer au moment d'une alerte. Au moment d'une alerte, si on a la capacité de prévenir. Une alerte à 1 heure, ou même une alerte à... Je dirais même une alerte à 10 ans. Si on est dans un hôpital mal construit, je pense que l'hôpital Après, il faut faire l'équilibre entre ce que ça coûte d'évacuer et ce que ça coûte... Les tsunamis, c'est pas pareil. Pour les tsunamis, on n'a pas tout à fait la même configuration. La problématique, ça va être d'évacuer des plages qui sont bondées à la haute saison, ou d'évacuer des ports de leurs bateaux qui pourront être exposés. Alors ça existe. On évacue, typiquement en cas d'alerte au tsunami dans le Pacifique, ce qui existe depuis les années 60, les grands ports évacuent leurs grands navires, les porte-conteneurs, etc., partent au large. Parce que là, on sait qu'ils ne seront pas en zone à risque. Mais ça, on sait le faire, évacuer un port, quand l'alerte fonctionne bien. Et là, on arrive au problème de, justement, tout le fonctionnement du processus de l'alerte entre le moment initial et l'arrivée des messages aux personnes concernées. Donc ça, c'est un processus qui est assez complexe et qu'il faut blinder à chaque étape. Donc évacuer les zones à risque, il faut y travailler. Il faut préparer les zones à risque aussi à pouvoir être évacuées. Donc il y a tout un travail sur les infrastructures. Je parlais des bâtiments mal construits. Les plages, en général, sont entre guillemets mal construites aussi, puisque si tu prends les plages de la Côte d'Azur, souvent tu as un mur, tu as la plage, puis tu as un mur avec quelques escaliers qui permettent de monter derrière. Moi, j'ai vu ça aussi en Espagne, là, à Cadiz. On voit Cadiz très touché en 1755. On voit bien la plage, et puis il y a le boulevard au-dessus qui est à 10 mètres au-dessus. Il n'y a pas d'escalier pour sortir. Évacuer des milliers de personnes d'une plage avec 3 escaliers, c'est évidemment pas du tout prévu. Donc il y a un gros travail en amont pour adapter le littoral à ça. Et sur la côte ouest américaine,
Ils ont beaucoup défini des zones, des routes d'évacuation, des zones de refuge, par exemple. Mais il faut aussi réfléchir à un réseau routier qui ne soit pas parallèle au rivage, mais plutôt perpendiculaire, avec des grands débits possibles. On en est loin. Oui, moi je travaille au nord du Chili, dans ces zones où on attend un très grand séisme d'ici quelques dizaines d'années, magnitude 8,5, donc avec un grand tsunami, parce qu'historiquement, à cet endroit-là, la même faille a fait un très grand tsunami. Et dans la ville d'Iquique, ou les villes voisines, Arica au nord, près de la frontière péruvienne, effectivement, il y a des panneaux dans les rues qui disent voilà, évacuation tsunami, c'est par là. Le problème, c'est qu'il faut imaginer que cette évacuation tsunami doit avoir lieu dans les 10 minutes après un très grand séisme. Et donc, est-ce que les sociologues ont réfléchi est-ce que ce panneau sera visible en cas d'immeubles effondrés partout? Il y a un grand besoin de ce genre de réflexion, qui est déjà une signalétique, c'est bien. Ouais. En Polynésie française, maintenant, de nombreux rivages sont équipés de sirènes et petit à petit, le système d'alerte au tsunami est relié à ce système de sirènes, via la sécurité civile, bien sûr, qui permet d'informer les populations, il va se passer quelque chose. Et donc, il faut former les populations à savoir réagir au signal qu'elles entendent. Ouais, pour les séismes, il y a un problème assez différent qui est... on a un grand séisme, donc les bâtiments sont endommagés ou effondrés ou semblent sains. Que ce qu'on fait. On est dans une zone à risque au sens où le séisme est une première alerte. Rien n'empêche qu'une grosse réplique en fait, ne soit un séisme plus gros. Donc le séisme destructeur soit un précurseur de quelque chose d'encore plus gros. Et donc, c'est un moment d'alerte très particulier. Et donc, là, effectivement, se pose réellement la question, doit-on évacuer? On a quelques heures à quelques jours pour faire des choses, parce que les séismes ont lieu dans cette constante de temps-là. Et le problème, c'est que si on décide d'évacuer, de toute façon, ça sera temporairement, ces zones urbaines endommagées, ou les bâtiments qui semblent dangereux, au bout de combien de temps on lève l'alerte? Pour le tsunami, c'est facile. Pour le tsunami, c'est pas pareil. Pour les séismes, c'est vraiment la grosse question, là où le scientifique interagit le plus avec le politique et la société, c'est à ces moments-là de crise, parce qu'on n'est jamais sûr comment ça va évoluer. On a bousculé tout ça. Probabilité aussi, qui est toujours très difficile à faire passer. Et voilà. Donc là, je ne sais pas si tu as eu ces questions-là. Moi, souvent, on me dit mais on a l'impression qu'il y a de plus en plus de séismes, il y a de plus en plus de tsunamis. Oui, ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas forcément bien répondu. Je crois qu'il faut être assez clair. Il n'y a pas d'élément qui permet de dire qu'il y en a de plus en plus. Non. Par contre, il y a un élément très simple, c'est que d'une part la médiatisation et d'autre part le risque augmente. C'est-à-dire que l'aléa, la probabilité d'un événement naturel n'augmente pas. Qu'il y ait un grand tsunami quelque part dans un temps donné ou un grand séisme, on n'a pas de raison de penser que c'est à l'échelle du siècle ça a changé. Par contre, effectivement, les zones dangereuses à risque sont en augmentation permanente parce que l'urbanisation fait que, la population mondiale fait que, en s'accroissant, le risque augmente. C'est-à-dire qu'on occupe les zones dangereuses. On occupe les zones dangereuses. Qui étaient désertées à l'époque. Qui étaient désertes, parce que c'était des zones hostiles ou autres. Ou puis simplement du fait de la densité humaine. Il faut bien voir qu'on est quand même nombreux maintenant. Et donc il faut vraiment continuer à travailler sur... Information, éducation. Information, éducation, même que faire pendant un séisme. Mais la conclusion, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail pour beaucoup de disciplines différentes et sur lesquelles on commence à tisser des liens avec d'autres communautés. Mais on parlait des biologistes, il y a les sciences humaines aussi. Et ces sociologues vont nous aider beaucoup à faire passer des messages qu'on n'est pas capable de faire passer. Il faut faire la connexion avec ces communautés-là pour mieux prévenir, à défaut de prédire. C'est déjà fini, merci. La semaine prochaine, on se retrouve au même endroit avec 2 nouveaux invités pour débattre et s'écouter.